bienvenue à la mêlée, à cette conférence de la Foodtech. On va parler aujourd'hui de la consommation de demain et des nouvelles tendances en matière d'alimentation. Alors, on est en 2022 et comme vous pouvez le voir tous les jours en regardant la télé, en écoutant la radio, le monde change sous nos yeux. La rentrée 2022 se fait sous le signe de la sobriété énergétique en raison de la crise en Ukraine. Mais l'été 2022, lui, a été marqué par une sécheresse incroyable, des températures incroyables liées au changement climatique. Et c'est autant de nouvelles tendances qui nous impactent. Au-delà de ces problèmes que l'actualité a mis en valeur récemment, on observe d'autres tendances. Après 70 ans depuis la guerre à essayer d'intensifier nos modèles de production pour produire toujours plus et toujours moins cher, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des effets secondaires parfois inquiétants. On semble redécouvrir aujourd'hui un lien entre l'alimentation, entre ce que l'on mange et notre santé. On s'émeut de découvrir que des viandes issues d'élevage intensif ou des œufs issus d'élevage intensif sont carencés en oméga 3 et ont un impact sur notre stockage de graisse. On découvre que l'augmentation de nos consommations de viande et de sucre peuvent avoir des impacts avec une augmentation sans doute corrélée de certaines pathologies. On observe aussi en 2022 des évolutions de notre environnement. On est de plus en plus conscient de ce qui se passe dans l'environnement, que ce soit l'artificialisation des sols plus compacts, que ce soit des taux de pesticides plus élevés, des ressources en eau qui s'appauvrissent, des tailles d'exploitation de plus en plus grandes avec des reculs de la biodiversité. Et cela nous questionne individuellement, collectivement. Toutes ces tendances génèrent des attentes des consommateurs que nous sommes, et elles posent aussi des questions aux producteurs et aux acteurs de l'agroalimentaire. Personnellement, j'ai créé il y a 20 ans bienmanger.com, et la question derrière bienmanger.com, c'est quoi bien manger ? Bien manger, est-ce que c'est manger suffisamment ? Est-ce que c'est manger des choses bonnes ? Est-ce que c'est bon pour mon palais ? Est-ce que c'est bon pour mon écosystème ? Est-ce que c'est bon pour ma planète ? Il y a toutes ces notions derrière le bien manger, et je pense que comme moi, tous les acteurs de la filière aujourd'hui se questionnent en disant quelles sont ces nouvelles tendances et comment on fait pour y répondre. Et pour explorer cette question, on a aujourd'hui plusieurs intervenants de différentes entreprises de la région qui vont venir témoigner justement sur comment s'adapter comment s'adapter à cette nouvelle donne, ces nouvelles règles du jeu, et comment proposer des produits qui répondent à ces nouvelles tendances. Alors, on va peut-être commencer par... on a plusieurs intervenants. Je vais présenter Valentin de l'entreprise Nataïs dans le Gers, qui va nous parler de maïs. Alors peut-être je vais vous donner la parole tout de suite, Valentin. Est-ce que vous pouvez présenter déjà Nataïs pour ceux qui ne connaissent pas et pour les amateurs de popcorn dans la salle et à distance, et puis nous expliquer aussi par rapport à ces nouvelles tendances, par rapport à ces nouveaux enjeux, comment vous les traduisez dans vos modes de production ? Est-ce que les notions d'agroécologie sont des choses qui font écho à votre quotidien, à votre métier ? Est-ce qu'il y a des changements que vous observez à votre niveau ? Merci. Bonjour, merci Laurent. Donc Valentin Millet, je travaille donc à Nataïs, une entreprise qui est basée dans le Gers. Je vois des gens sourire, peut-être que vous connaissez déjà Nataïs. C'est une entreprise donc, qui produit du popcorn, une petite entreprise de 130 salariés, mais qui a une grosse part de marché sur le marché européen. Juste pour dire rapidement, le maïs, en fait, le maïs popcorn, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas très consommé en France d'une part, mais qui n'était surtout pas produit en France et pas produit en Europe. Il y a une trentaine d'années, tout le maïs popcorn venait des États-Unis, était produit des États-Unis. Et en fait, depuis une trentaine d'années, le fondateur, donc, qui est toujours PDG aujourd'hui de l'entreprise Nataïs, a relocalisé, on va dire, la production de maïs popcorn en France, dans le sud-ouest de la France, dans le Gers, dans les Landes, dans le Tarn, et puis pour reprendre petit à petit des parts de marché donc aux Américains.
Donc le maïs popcorn, je n'ai pas besoin de vous expliquer le produit, on peut le manger à toutes les sauces et soit chez soi, soit dans les cinémas. On va avoir différentes recettes, du salé, du sucré, etc. Mais moi, pour le thème qu'on a aujourd'hui, je ne vais pas tellement parler du produit en lui-même, mais comment en amont on a produit ce maïs popcorn. Donc aujourd'hui, on a un réseau de producteurs, comme je vous le disais, dans le sud-ouest, à peu près 200 producteurs. Et en fait, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, il y a eu un gros travail de fait sur comment avoir une agriculture plus vertueuse au niveau environnemental, au niveau de la durabilité de nos modes de production. Et donc, on a essayé avec, à la fois, en s'appuyant sur le réseau de producteurs et sur des instituts techniques et agronomiques, on a essayé de faire évoluer les modes de production. Pour l'objectif final était, pour l'entreprise, d'avoir un bilan carbone neutre ou positif. Et donc, nous, le gros levier qu'on avait, c'est qu'on travaille sur la filière. On vend le popcorn, mais on le produit. On produit la matière, on va dire, première principale, qui est le maïs. Et la production, donc, champ du maïs popcorn, est un gros levier pour séquestrer le carbone. Donc, on a travaillé depuis une dizaine d'années là-dessus avec les producteurs. Ce qu'on a utilisé en termes agronomiques pour faire ça avec les producteurs, c'est l'utilisation des couverts végétaux. Les couverts végétaux, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, c'est ce qu'on va appeler une interculture. Je vais prendre un exemple de rotation. Si on fait un blé qu'on va récolter au mois de juillet et qu'on sème donc un maïs popcorn par exemple au mois d'avril de l'année suivante, on va avoir grosso modo 7 ou 8 mois où la terre va rester plus ou moins nue. Et en fait, nous, Nataïs, mais d'autres aussi, on a au fur et à mesure développé, en tout cas sur ce réseau sud-ouest, des semis qui se font pendant l'été ou pendant le début de l'automne, de fèves-rolles, de sorgho, de tout un tas d'espèces qui vont pouvoir pousser en fait pendant l'automne, pendant l'hiver, et qui vont avoir la vertu de séquestrer le carbone. Et en fait, le carbone est devenu un peu la clé de voûte de notre travail environnemental au sein de l'entreprise. Ces couverts, en dehors de séquestrer du carbone, ils ont d'autres atouts. Ils ont l'atout notamment de structurer le sol de manière plus naturelle. Ils ont l'atout sur certaines espèces comme la fève-rolle d'apporter de l'azote dans les sols de manière naturelle aussi, au lieu d'avoir des fertilisations minérales chimiques. Et puis on a aussi un impact positif sur l'érosion des sols. Ça va limiter l'érosion. On a des terres ici dans les coteaux qui sont un peu sensibles là-dessus. Et donc, on va pouvoir améliorer cet élément-là aussi. Donc, nous, on a décidé, Nataïs, avec le réseau de producteurs, de se concentrer sur le carbone. C'est la clé de voûte de plusieurs choses au niveau d'une production durable derrière. Et on va rémunérer le producteur directement sur sa capacité à faire des couverts pendant l'hiver. On était donc sur un système ces dernières années forfaitaire, c'est-à-dire à partir du moment où le producteur mettait en place un couvert, on lui payait un montant de l'hectare. Et on est passé, en fait, on va passer dès le contrat 2023 sur un système où on va rémunérer le producteur sur la biomasse et les tonnes réellement de CO2 qu'il a pu séquestrer pendant l'hiver. Comment on va faire ça? On va passer par des satellites qui vont en fait prendre des images, qui prennent des images sans qu'on demande, hein, mais plutôt avec des entreprises et qui vont utiliser ces images pour mesurer la réflectance des végétaux pendant l'hiver de ces couverts d'interculture. Et on a une formule qui permet de transformer ça en biomasse, produite pendant l'hiver, qu'on transforme ensuite en tonnes de matière sèche produite pendant l'hiver et qu'on va transformer donc en tonnes de CO2 séquestrées pendant l'hiver. Et c'est là-dessus qu'on va rémunérer le producteur et réellement au résultat, donc plus un producteur va avoir un couvert performant, plus il va séquestrer de carbone et mieux on va le rémunérer. Et on peut même ajouter, je pense que les sols ainsi travaillés ont une capacité à mieux retenir l'eau et donc sans doute être plus économes en irrigation l'été.
puisque c'est aussi un enjeu de plus en plus important. Donc on voit dans cet exemple deux innovations. La première, ce qu'on va appeler des techniques d'agroécologie, produire de façon plus durable, et accessoirement, déjà une autre tendance qui est illustrée avec Nathaïs, qui est la relocalisation de certaines productions, en disant pour nos pop-corn que l'on mange en France, on n'a pas forcément besoin de le faire venir des États-Unis ou d'autres destinations, et avec sans doute à la clé des économies aussi au moins de logistique et de ressources pour cette logistique. Merci Valentin. Merci. Peut-être dans la suite, je voudrais parler d'une autre tendance forte. À propos de changement climatique, on a tous vu ces chiffres de ressources consommées pour produire 1 kilo de viande versus 1 kilo de végétaux ou de protéines végétales, de ressources en eau, d'émissions de gaz à effet de serre par kilo de nourriture produite. Et on observe aujourd'hui une grande tendance au développement des protéines végétales, que ce soit dans on va dire dans l'alimentation de tout le monde, dans des logiques flexitariennes, ou pour des profils qui vont un peu plus loin et qui adoptent un mode de vie, un régime végétarien ou carrément vegan. Ces protéines végétales, elles avaient un peu mauvaise presse dans la gastronomie il y a 20 ou 30 ans, et aujourd'hui elles sont en train de s'imposer un peu sur tous les segments de marché. Et pour parler de ces protéines végétales, j'aimerais demander à Christophe de la société Hoop, régionale de l'Étape à Toulouse, de nous expliquer un peu le pourquoi. D'abord, qui est Hoop, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore goûté, et deuxièmement, pourquoi le choix de la spiruline, quels sont les avantages de la spiruline? Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc moi je suis Christophe Sauvrin, je suis l'un des deux fondateurs de Hoop. Hoop, c'est une marque de produits alimentaires gourmands, sains et 100% naturels, à travers laquelle en fait, on utilise un ingrédient qui fait un peu notre spécificité aujourd'hui sur le marché, qui s'appelle la spiruline. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, la spiruline, c'est une microalgue alimentaire qui est très riche en protéines, vitamines et minéraux. Donc c'est une protéine végétale comme vous l'avez dit, et nous en fait on l'intègre dans des produits gourmands du quotidien. Donc on a des céréales pour le petit déjeuner, des biscuits petit déjeuner, des biscuits en cas, des pâtes à tartiner. On a une quinzaine de références aujourd'hui. On a démarré il y a 4 ans, et en fait le but c'est de rééquilibrer ces produits qui sont souvent jugés trop gras, trop sucrés, pour les rendre d'un point de vue nutritionnel meilleurs. Et après on s'attache à essayer de faire les choses bien de manière plus globale, et de retrouver un petit peu tous les critères que recherchent de plus en plus les consommateurs aujourd'hui, c'est-à-dire que tous nos produits sont bio, made in France, sans huile de palme, sans additifs, 100% naturel et végétal, et également en majorité Nutri-Score 1. Donc vous parliez de protéines végétales, et pour le coup la spiruline en est une, puisque c'est aujourd'hui, elle a été jugée comme l'aliment le plus riche en protéines au monde. Ça contient 70% de protéines végétales. Et ce qui est intéressant aussi au niveau de la production de spiruline, c'est qu'elle demande beaucoup moins de surface et beaucoup moins d'eau pour le même taux protéique que la production animale, et même que toute autre production végétale. Donc c'est vraiment peut-être un bon outil. Christophe, il faut expliquer comment on produit la spiruline. Alors la spiruline, en fait, de base, elle se produit naturellement. C'est une microalgue. Bon, le mot microalgue est un peu galvaudé. C'est une cyanobactérie qui pousse et se développe naturellement dans des lacs au niveau de la barrière centrale, équatoriale, au niveau du Tchad, en Asie centrale et en Amérique centrale. Et après, maintenant, on la produit de manière... l'homme a pris le pas là-dessus, et l'a produit dans des bassins de production. Donc c'est généralement des agriculteurs qui ont déjà des petites parcelles où ils cultivent par exemple des tomates ou des choses comme ça, et pour avoir un complément souvent de revenus ou créer une nouvelle offre, ils s'attaquent à la spiruline. Donc c'est dans des bassins de production. Il faut que le bassin il soit à une température d'environ entre 35 et 40 degrés. Il faut de la lumière, donc de la chaleur, je l'ai dit, et voilà, et quelques nutriments pour que ça pousse efficacement. Merci. Vous avez évoqué une autre tendance qui est forte aujourd'hui dans nos modes de consommation, c'est la notion de l'étiquetage nutritionnel. On a évoqué deux choses. Alors, le Nutri-Score qui existe déjà, qui est en train de se développer, de se généraliser.
Vous avez parlé aussi de Yuka. On peut même parler de génération de Yukavore, puisque on voit maintenant dans certains points de vente des gens acheter avec leur application pour savoir s'ils achètent bien avec la bonne note. Avec des polémiques aussi, des gens qui remettent en cause les notes attribuées par Yuka ou par Nutri-Score. On entend parler de nouveaux labels qui apparaissent aussi demain sur une note changement climatique, éventuellement sur des produits. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous développez des produits pour avoir une note, ou est-ce que c'est en ayant une démarche vertueuse que vous avez une note, ou est-ce qu'il y a les deux démarches qui peuvent coexister selon votre expérience du marché ? Alors pour le coup, nous, on est directement allé sur le marché en faisant les produits tels que nous, on voulait qu'ils soient, c'est-à-dire plus équilibrés. Au départ, on n'avait pas forcément affiché le Nutri-Score sur les paquets, et c'est que récemment qu'on est en train de le faire. Nos produits étaient déjà, entre guillemets, en majorité Nutri-Score A dès qu'on les a développés. C'est juste après, on a posé le Nutri-Score et ressortait sur Yuka en tant qu'excellent ou bon. Et en fait, on a vu que les consommateurs s'attachaient de plus en plus à essayer de regarder de manière globale les étiquettes, les labels, les petites choses comme ça. Et ce qu'on s'est dit en interne, c'est que certes, le Nutri-Score ou même Yuka peuvent être parfois controversés, mais c'est un outil quand même pour essayer de faire en sorte que le consommateur puisse comprendre un peu mieux ce qu'il achète. Donc, c'est pas parfait. Ça peut être critiqué et critiquable, mais je pense que ça va dans le bon sens, parce que même si nous, on avait déjà les produits qui étaient meilleurs d'un point de vue nutritionnel que la moyenne du marché, je pense qu'il y a certains gros industriels qui ont vu arriver ces labels-là, qui ne s'en sont pas d'abord occupés et qui vendaient des produits parfois trop gras, trop sucrés, et qui ont pris le pas justement d'essayer de faire en sorte que leurs produits soient mieux, de les changer pour que nutritionnellement ça apparaisse meilleur sur Yuka ou d'un point de vue Nutri-Score. Donc je pense que de manière globale, ça va quand même dans le bon sens. Merci. Je pense qu'aussi, de toute façon, si les gens se réintéressent à ce qu'ils mangent, ça peut être qu'une bonne nouvelle sur le long terme. Peut-être, je voudrais dire à ce moment que au-delà de, là on vient de parler de la spiruline en particulier, mais au-delà de la spiruline, il y a tout un tas de nouvelles protéines, de nouveaux ingrédients qui se popularisent. Alors on devait avoir ce matin avec nous Monsieur Ribet de la société Nutrition et Santé à Revel, qui est une formidable entreprise et qui existe, vous connaissez plusieurs de ces marques, notamment Gerblé, qui est la plus ancienne, qui a presque 90 ans. Malheureusement, il a un problème de santé, donc il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais cette société Nutrition et Santé, ce qui est instructif, c'est que depuis longtemps, son ambition, c'est de nourrir le futur. Donc de réfléchir à l'alimentation de demain, et que très tôt, elle a fait le pari des protéines végétales. Dans les protéines végétales, ça commence par retrouver les vertus des légumineuses. Les légumineuses, c'était un truc un peu, je sais pas comment dire, désuet, un peu pas à la mode, pas glamour. Et aujourd'hui, on retrouve toutes les vertus nutritionnelles des légumineuses, et aussi en mode de culture. Et au-delà des légumineuses, Nutrition et Santé, ils ont beaucoup développé la filière soja, le tofu notamment, avec plusieurs marques comme Soy, que vous connaissez peut-être, qui est dans plusieurs points de vente bio et GMS. Donc voilà, dire qu'au-delà de la spiruline, aujourd'hui, dans les tendances de demain, on redécouvre les vertus de différents types de protéines végétales. Et moi, je vois même dans le secteur de l'épicerie, sur des segments autrefois trustés par la protéine animale, je pense notamment aux terrines, aux pâtés. Il y en a partout dans le sud-ouest, il n'y a pas un petit village qui n'ait pas son producteur fermier de terrines. Aujourd'hui, on voit un fort développement des gammes de terrines végétales avec des recettes de plus en plus gourmandes. Donc, pour moi, il y a une vraie inflexion, un vrai changement de comportement, mais qui est aussi alimenté, sans jeu de mots, par des attentes de consommateurs en la matière. Si on parle de nouvelles protéines, et comme on est à Toulouse, je pense qu'il faut aussi parler de, même si certains le voient un peu comme un gadget, de la protéine d'insectes. Il y a, je crois que c'était dès les années 75, les candidats à l'élection présidentielle du parti écologiste disaient que le futur de l'alimentation, ça serait la protéine d'insectes, parce que
pour produire 1 kg de protéines animales, insectes, ça consomme beaucoup moins de ressources qu'un kilo de viande de différentes, quel que soit l'animal choisi. Et alors, on est à Toulouse, et à Toulouse, il y a Micronutrice, qui est un des acteurs un peu, phares ou reconnus de ce secteur, avec une gamme de grillons à déguster à l'apéritif. Donc, vous pouvez tester ça aussi assez facilement. Et au-delà du gadget, en se disant, est-ce que ça va devenir une tendance long terme ? Juste, je crois que c'est cette année ou l'an dernier, il y a eu d'énormes levées de fonds avec InnovaFood parce qu'il y a deux utilisations de la protéine et d'insectes. C'est soit pour l'alimentation humaine, en l'incorporant à certaines recettes, soit pour faire des farines, des farines animales qui sont elles-mêmes utilisées ensuite pour produire d'autres recettes, soit en alimentation humaine, soit dans l'alimentation animale. Et donc, c'est des très gros enjeux avec des fermes à insectes qui se développent. Et je pense que c'est une tendance aussi qui, sans doute, est appelée à se développer. Si on termine ce point à propos de régime, on a dit plus de végétal dans notre bol alimentaire ou dans notre panier, jusqu'aux végétariens ou aux véganes, la notion de flexitarien qui s'impose de plus en plus, c'est-à-dire je mange de tout, mais je mange un peu moins de tout, enfin un peu moins de chaque quantité, mais de meilleure qualité. Donc, ce qui est important, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le fait de manger de la viande à tous les repas, 7 jours par semaine, fois 2 repas, mais c'est de manger moins de viande, mais de meilleure qualité, produite peut-être dans des élevages extensifs et avec des méthodes de production plus durables. Si on continue, si on essaye de poursuivre dans ce panorama des nouvelles tendances, si on cherche des méthodes de production, on va dire, qui ont moins d'impact, il y a un phénomène fort, c'est le retour à la consommation locale. Après, quand on a commencé à industrialiser l'alimentation, on a globalisé l'alimentation. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était l'exemple du maïs. Le maïs dans le cinéma à Toulouse, il venait des États-Unis. On peut se dire, on est au cœur d'une région qui produit du maïs, et pour manger du maïs, il faut le faire venir des États-Unis. Si j'osais, je dirais what the fuck, mais j'ose. Et donc, par rapport à ça, à un moment donné, quand même, on s'est posé la question, enfin, tout le monde s'est posé la question en disant, moi, est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que c'est bien raisonnable que... moi, je viens de Lozère. En Lozère, on est une région où on produit il y a beaucoup de troupeaux, notamment ovins. Et les éleveurs lozériens, ils sont malheureux quand ils voient des pubs dans les supermarchés pour l'agneau de Nouvelle-Zélande ou l'agneau d'Australie, en disant, mais nous, on sait élever des agneaux, des savoureux, bons, l'agneau de parcours. Bon. Est-ce que c'est vraiment très raisonnable de faire traverser la moitié du globe à 1 kilo de viande d'agneau ? Est-ce que c'est vraiment plus économique, ou est-ce que ça se fait au prix d'externalités, d'impact caché que l'on ne voit pas parce que c'est sur l'environnement et ce n'est pas intégré dans l'étiquette prix ou dans le mix prix. Alors, par rapport à ça, il y a une tendance forte à essayer de revenir à un comportement plus raisonnable, plus sain, le locavorisme, je consomme local. Et à l'extrême du consommer local, j'autoproduis ce que je consomme. Et on voit fleurir, décidément je suis en verve avec les jeux de mots ce matin, on voit fleurir des nouveaux concepts pour relocaliser au cœur des villes, au cœur des entreprises, au cœur des unités d'habitation, des zones de production, des potagers urbains, des fermes urbaines. Et je voudrais demander à Magali de nous parler d'abord de son entreprise, Yonaka, aussi toulousaine, et de ce concept de ces fermes urbaines, de ces potagers urbains, et de quels sont, selon vous, le rôle qu'ils sont amenés à jouer dans le futur. Est-ce qu'ils vont se généraliser ? Est-ce qu'on en aura sur tous nos toits, dans toutes nos caves ? Ou est-ce que c'est un complément ? Comment vous voyez les choses ? Bonjour à tous. Merci Laurent. Alors effectivement, en premier lieu, pour vous présenter les fermes Yonaka, donc ce sont des fermes dites hors sol, qui fleurissent, pour reprendre le terme, effectivement beaucoup d'ailleurs depuis 2 ans, ce qui était l'axe de reconversion pour moi en fait au confinement. Les fermes Yonaka en fait sont des fermes hors sol basées sur l'aéroponie. C'est une technique qui permet de capitaliser sur un principe agronomique qui est l'oxygène conduit les nutriments dans les racines.
Et à partir du moment où on se base sur l'oxygène, effectivement, l'hydroponie, vous devez connaître, basée sur l'eau, l'aquaponie, certainement aussi, basée sur les poissons, et l'aéroponie, basée sur l'air. Les racines sont dans l'air, et en fait, l'oxygène, il y en a plus dans l'air que dans l'eau. Donc, ces fermes que je conçois, la première est au marché d'intérêt national. Donc, c'est une structure que moi, j'ai construite à partir de très, très récemment. Je suis encore baby start-up. Donc, fin janvier, et une installation de cette première ferme donc au marché d'intérêt national, ce qui est aussi un symbole, puisque en fait, je suis au cœur d'une plateforme de fruits, légumes et tout produit qui va être acheminé en fait sur l'Occitanie. Donc, c'est 50 colonnes aéroponiques qui produisent en moyenne 30 à 40 kilos par semaine d'aromates, de légumes fruits, des tomates, des fraises, des poivrons, des aubergines, enfin voilà, tout un panel qu'on peut retrouver dans son potager, effectivement. Alors, pour vous expliquer pourquoi l'aéroponie, parce qu'en fait, on a dans les fermes urbaines, et ça remonte un petit peu en termes de notions, les fermes urbaines, effectivement, ça fait longtemps qu'elles existent, et puis même, on fait son potager dès qu'on peut pour être en autoconsommation. Je pense qu'il y a cette volonté. Alors, le travail de la terre n'est pas toujours simple, on n'a pas toujours du terrain. Mais c'est surtout que moi, j'ai voulu adapter à l'urbain des techniques les plus modulables et les plus simples, justement, parce qu'il y a cette immédiateté, je dirais, dans la volonté. Justement, on parlait du carbone comme la clé de voûte. Eh ben, ces fermes ont pour vocation de produire effectivement en 0 km. On est sur des principes agroécologiques, donc des nutriments qui viennent du Gers. On n'utilise effectivement aucun pesticide, aucun herbicide, parce que de facto, on est sur la culture d'un légume ou d'un fruit qui va avoir ses racines elles-mêmes nourries. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a effectivement une distance par rapport à la terre qui réduit un petit peu aussi les maladies, même si, et là je réponds un petit peu à la question des fermes urbaines, la vocation n'est pas de remplacer du tout l'exploitation en terre arable ou agricole. Déjà, parce que sur les fermes urbaines, on va avoir une limitation sur les produits. On est évidemment basé beaucoup sur des légumineuses ou des céréales, notre alimentation. Donc, il n'y a pas cette vocation aujourd'hui. En tout cas, je ne fais pas pousser de blé. Je fais un peu de moutarde, pour ça intéresser certains. Mais il n'y a pas cette vocation de remplacer. Je pense que c'est comme, d'ailleurs, dans l'énergie, ce que je viens de ce monde-là, sur tout ce qui est rénovation énergétique, il y a le mix qui est intéressant. Donc, le mix agricole est très intéressant. La ferme urbaine a pour vocation de compléter et aussi d'apporter cette reconnexion. En tout cas, ça, c'est ma conviction, du consommateur au producteur, pour lui dire, déjà, c'est quoi un légume? Comment ça pousse? Qu'est-ce qu'il existe comme légumes? Je pense que la plupart d'entre vous venez au grand marché, vous ne connaissez pas la moitié des légumes que je fais pousser. Tout simplement parce qu'on est plus reconnecté au végétal, ou en tout cas de plus en plus, et c'est très bien. Donc il y a vraiment cette vocation de reconnecter le consommateur en fait, au producteur. Et je ne dis pas qu'on a la prétention de le faire, mais par contre, il y a cette pédagogie qu'on peut faire parce qu'on est au cœur des villes, au cœur justement de là où l'éducatif peut avoir un sens. Ensuite, les fermes Yonaka, ça c'est la conviction même des fermes urbaines, c'est de végétaliser les villes. Effectivement, on a du végétal, il y a entre guillemets un petit peu de stockage carbone, il y a surtout 0 kilomètre, puisque moi je livre sur le marché les restaurants en frais dans la minute ou dans l'heure, et à moins de 1 km, même si le grand marché il est grand, mais voilà. Et donc il y a cette volonté de remonter. Un élément intéressant, c'est par exemple d'où vient pour vous la plupart du basilic que vous consommez. Ça vous dit rien? Du Kenya. Donc j'ai appris ça quand j'étais au grand marché, parce qu'effectivement je vends aussi aux primeurs qui vendent eux-mêmes au restaurant dans Toulouse. Et je dis, mais d'où vient le basilic? Quelque chose que je fais beaucoup pousser, en fait, toutes sortes de basilic. Et il vient du Kenya. Et en fait, on se dit, mais donc là, il y a effectivement cette incohérence. Il y a une question de prix. Ou il y a une question... Et donc, le consommateur, s'il ne le sait pas, il va continuer à consommer parce qu'il est bon et parce qu'il est moins cher. Donc, en fait, voilà, cette ferme urbaine, c'est ferme urbaine, puisque le but, c'est de diffuser
Alors, moi, j'ai fait le choix d'un principe environnemental qui est de dire je fais outdoor. Il y a des fermes urbaines indoor avec qui je travaille d'ailleurs pour faire des jeunes pousses. Mais le but, c'est de végétaliser effectivement les villes en produisant du comestible à 0 km avec des principes agroécologiques et en créant du lien social. Voilà, donc les fermes urbaines, son rôle pour moi, c'est reconnecter effectivement un petit peu au végétal. C'est de continuer cette végétalisation et cette pédagogie. Et c'est de compléter effectivement cette gamme qu'on a oubliée peut-être. Voilà, moi, par exemple, j'ai des personnes, des graines catalanes. On m'a envoyé des graines pour que je fasse pousser en fait sur des colonnes pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc des tomates catalanes. Bon, effectivement, elles ont bien résisté, comme les Catalans, pendant la canicule, hein, comme beaucoup de tomates d'ailleurs, en aéroponie. Donc voilà, il y a cette vocation, ce rôle, ces convictions qui étaient aussi le pourquoi de j'ai constitué cette première ferme et développé les suivantes. Merci, et je m'aperçois que vous avez cité aussi une autre tendance, à mon avis, qui va marquer l'alimentation de demain, c'est la pauvreté de notre alimentation. Aujourd'hui, on dit qu'en termes de consommation végétale, il y a à peu près 5 variétés de fruits et légumes qui représentent à peu près 80% de la consommation humaine. Et vous les connaissez, c'est le blé pour les pâtes, le riz, le soja, le maïs et la pomme de terre. Donc, grosso modo, 80% de la consommation humaine végétale dans le monde, c'est sur ces 5 variétés. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils étaient beaucoup plus forts parce qu'eux, ils avaient une consommation végétale beaucoup plus élargie, sur une base d'une centaine de variétés. Et je pense qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de redécouvrir des saveurs et de redécouvrir des plantes, à la fois parce que des méthodes de production, mais aussi pour leur saveur. Je cite toujours l'exemple, les huîtres, c'est un produit que l'on consomme en France, on adore les huîtres, enfin, on consomme beaucoup d'huîtres en France. Il existe une plante qui a le même goût que l'huître, l'herbe à huître. Celle-là, elle est très peu connue. Il y a même très peu de restaurateurs qui la travaillent. Et moi, en tant qu'épicier, par exemple, je cherche désespérément quelqu'un qui va me produire un chutney avec cette herbe à huître. Hein, chiche. On en fait. Chiche, d'accord. Mais voilà. Et donc ça, je trouve que c'est un exemple aussi de retour à une richesse. Alors on parle de biodiversité quand on parle de l'environnement, mais on pourrait parler de biodiversité aussi dans nos assiettes. Et je pense, j'ai la conviction, je ne sais pas si c'est démontré, mais j'ai la conviction qu'en termes de santé, ça ne doit pas nous faire du mal. Peut-être, je ne sais pas si ce matin en venant, j'ai écouté la radio, et une des nouvelles du jour, c'est la Cour des comptes qui tape sur les doigts du gouvernement et des décideurs sur le fait qu'on ne fait pas assez d'efforts collectivement pour la réduction des déchets. On est encore en retard, on produit plus de déchets que nos voisins européens, par exemple. Donc ça, c'est aussi une vraie tendance environnementale de société, de dire si on veut être plus sobre dans notre société, consommer moins de ressources, il faut produire moins de déchets. Alors il y a déjà des lois qui sont passées, qui fixent des horizons à 2025, 2030, 2035, pour réduire drastiquement le recours à des plastiques à usage unique, par exemple, et pour réduire les déchets. Vous avez entendu ces polémiques aussi par rapport à l'inflation, de mettre des paquets plus grands et moins de produits dans les paquets, donc plus de carton, moins de biscuits, j'allais dire. Ce qui m'intéresse, et c'est en ça que je voudrais faire intervenir notre dernier intervenant, c'est Rémi chez Etikable. Alors Etikable, je ne sais pas si on vous présente, tout le monde vous connaît, mais peut-être représentez-nous la société et ses dernières évolutions. Mais en particulier, déjà, voilà, cette problématique de réduction des déchets, comment vous la saisissez, sachant que pour vous, l'emballage, c'est aussi un vecteur important d'image, de communication. Donc, comment concilier les deux? Comment à la fois protéger le produit, expliquer le produit, ses origines, surtout quand on a une fabuleuse histoire à raconter. Et je pense qu'on peut parler aussi de la tendance du commerce équitable, parce que le commerce équitable, historiquement, c'est avec les pays du Sud pour créer des conditions équitables sur le long terme. Mais aujourd'hui, le commerce équitable, depuis 5-6 ans, ça existe aussi en France. On peut faire du commerce équitable avec des producteurs français. Donc, encore une tendance. Décidément, il y a des tendances sous chaque sujet. Donc,
au-delà de cette tendance du commerce équitable, sur laquelle, bien sûr, on veut vous entendre, sur cette thématique de la réduction des déchets, comment vous vous en saisissez ou qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Bien, oui. Alors, avant de répondre à la 38e question, comme tu as dit, je vais présenter. Donc, nous, Etikable, je pense que vous nous connaissez. Si vous allez dans votre supermarché, si vous allez au rayon bio, vous allez trouver un machin comme ça. Voilà, c'est une tablette de chocolat qui est bio et issue du commerce équitable. Donc, on est basé dans le Gers, nous aussi. Et en fait, voilà. Donc, le commerce équitable, c'est... En fait, c'est pas vrai. Non, il y a l'Armagnac aussi, mais il y a aussi du commerce équitable. Et maintenant, il y a une chocolaterie à Fleurance qui fabrique nos tablettes de chocolat, puisqu'on a relocalisé dans le Gers notre production de chocolat. Voilà. Donc le commerce équitable, ça date d'une cinquantaine d'années. C'est un système d'échange international qui est basé sur des relations commerciales plus justes, plus directes, plus transparentes, avec des petits producteurs défavorisés des pays du Sud. Ça, au départ, c'était la définition des années 60-70. C'était l'abbé Pierre, en France, qui avait développé avec Artisans du Monde dans les années 70. Et puis, c'est arrivé en grande distribution. Et donc, il y a 19 ans, Etikable, on s'est créé. On est une SCOP, ce qui est important, parce que là, aujourd'hui, on parle un peu quand même de transition. On parle beaucoup de transition écologique. Et on entend de plus en plus les gens qui reconnaissent qu'en fait, cette nécessaire transition écologique devra forcément s'accompagner d'une transition sociale. Et donc la SCOP, vous savez, ce sont des entreprises normales, simplement qui appartiennent à leurs salariés, qui ne peuvent pas être revendus. Les salariés, quand ils deviennent sociétaires, ils vont voter pour les grandes décisions. Genre, moi j'étais élu gérant par les salariés de la SCOP, donc mon salaire est voté une personne, une voix, hein, de manière démocratique. Donc voilà, on remet l'être humain et son travail au centre des valeurs, exactement comme le commerce équitable va mettre en priorité le petit producteur et non pas le profiteur, hein, je veux dire, enfin, les gens qui achètent et qui revendent des matières premières sans que ça passe par chez eux, les spéculateurs, etc. Et c'est pour ça que, bon, je disais, on est une boîte normale. Est-ce que c'est pas plus normal une entreprise qui appartient à ses salariés, aux gens qui travaillent, plutôt qu'une entreprise qui appartient à des financiers qui n'y travaillent pas et qui s'en servent comme une pompe à fric et qui font qu'on continue à faire des trucs aberrants, comme tu disais, de faire traverser entre les États-Unis et l'Europe. Dans le même sens, je crois qu'il y a nos eaux en France qui sont embouteillées en France, qui prennent le bateau pour être vendus aux États-Unis. C'est aussi con que l'inverse. Et voilà. Donc le commerce équitable, c'est ça. Nous, on est sur de l'agriculture paysanne, donc de petits producteurs. C'est l'agroforesterie tropicale. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des cultures où on a rasé les forêts primaires pour planter des cacaoyers ou des caféiers. C'est quand vous allez dans la forêt amazonienne, vous allez trouver en dessous des grands arbres qui font 20-30 mètres de haut, ici un cacaoyer, un caféier, un manguier, et du coup, on est sous l'ombre des grands arbres, pas besoin d'arroser, c'est l'humus de la forêt qui va fertiliser la récolte, pas besoin de mettre des engrais chimiques, des pesticides, les traitements sont en bio, etc. Donc c'est un système, c'est vachement important parce que c'est quand même un tiers du réchauffement climatique, c'est l'agriculture et l'élevage intensif. Et sur le sujet d'ailleurs, est-ce que vous avez des chiffres ? Est-ce qu'en étant bio, on produit moins ou est-ce qu'il y a match ? Alors, ça a été en fait... Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un grand basculement après la Deuxième Guerre mondiale où il fallait nourrir la planète. Parce qu'il y avait eu les restrictions, etc., les tickets de rationnement, et les politiques ont dit qu'il faut nourrir la planète. Et malheureusement, comme les grandes sociétés aujourd'hui sont basées sur le profit, mais ils n'ont pas compris que le profit, ce n'est pas un but, quoi. C'est un moyen. Il faut trouver chacun son but. Dans chacun des entreprises qui vous sont présentées, il y a un projet d'entreprise et leur but, c'est de développer chacun votre métier. Le profit, ce n'est qu'un moyen pour y arriver. Voilà. Et comme notre monde aujourd'hui est mesuré beaucoup sur le profit, qu'est-ce qui a été dit ? Il faut nourrir la planète. Ça a été traduit par il faut qu'on fasse du profit sur cette mission qui nous est confiée de nourrir la planète. Donc le producteur bio, c'est pas cool, on n'a rien à lui fourguer. Il garde ses semences, il fait son compost, il fait son purin d'ortie, etc. On va pas lui vendre d'un tranche chimique, etc. Donc on a annoncé, on a dit, on pourra pas nourrir la planète en bio. Comme un constat, comme une grande vérité, qui est juste un gros mensonge, c'est pas vrai. Simplement, c'est un type d'agriculture différent. Enfin, moi, j'ai des exemples. L'année dernière, au Honduras, on travaille beaucoup avec le café au Honduras, avec des coopératives qui sont en agroforesterie, en bio et en équitable. Et bien, la moyenne de production des coopératives avec qui on travaille au Honduras, l'année dernière, était 15%
supérieure à la moyenne nationale de la production de café au Honduras en chimique. Vous voyez, donc c'est juste un gros mensonge qu'on nous a fait. Après, effectivement, quand vous avez un champ de 1000 hectares en blé chimique, si vous dites l'année prochaine je passe en bio et je remets 1000 hectares de blé, ça va pas marché. On a tué la terre depuis des années. Il va falloir faire autrement, découper le champ, faire un système beaucoup plus résilient et qui du coup sera moins impactant. Ta question au départ, c'était sur les emballages. Bientôt élu dans le Gers, parce que je pose une question, il me répond à côté. Donc, oui, pardon, bientôt un politique. Mais non, mais politique vert, mais politique. Il fallait que je recentre le truc. Et donc, bon, alors, nous, on existe depuis 20 ans. On est une marque aujourd'hui, on est devenu la première marque de commerce équitable en France. On n'a jamais fait de publicité, jamais acheté de pub. Par contre, on a un peu plus de 20% de notoriété parce qu'on utilise nos produits où on explique ce qu'on fait en fait. Vous voyez, ce que je croque, ce que je défends. Et on explique le projet de développement qu'il y a derrière ce cacao, ce café, ce sucre, etc. Et donc, pour nous, le problème de l'emballage, c'est un problème parce qu'on doit se séparer de notre outil de communication. En même temps, c'est crucial. Donc, on vient de sortir, nous, une gamme de vrac qui est proposée à la grande distribution. On propose un meuble, mais bon, pour faciliter, on va dire, le travail de la grande distribution, on leur livre des cartons de 5 kilos où dessus, on peut coller une étiquette, expliquer ce qu'on fait. Et du coup, le chef de rayon n'a pas à nettoyer les silos un par un. Donc, on amène en même temps un service pour le magasin et en même temps la possibilité de ne pas être remplaçable du jour au lendemain par un autre riz moins cher ou un autre chocolat moins cher. Voilà. Donc, on vient de sortir une gamme de vrac. On est au balbutiement. On n'est pas les spécialistes du vrac. Il y a des boutiques spécialisées qui existent partout. À Toulouse, il y a le Drive tout nu, qui est une super initiative qui est en train de se développer partout en France. Voilà. C'est plus dur en e-commerce, parce que je parle pour moi, mais oui, faire du vrac le vrac en e-commerce, c'est un peu plus dur parce qu'il faut commencer par le mettre dans un emballage. Donc, c'est un peu plus compliqué. Du coup, on a vu plein de tendances. Oui, l'agroforesterie qui s'applique y compris sur des productions lointaines. C'est pas une réalité juste du Gers. On a parlé du commerce équitable et je pense que si on veut aller vers des modes plus durables, il faut aussi que l'agriculteur y trouve son équilibre sur le long terme. On ne peut pas vivre, on peut pas être une société où on observe tous les jours des paysans se suicider parce qu'ils n'y arrivent pas et demander que derrière notre système de production alimentaire soit vertueux. Il faut qu'ils aient leur place dans la société, il faut qu'ils aient un revenu décent et correct, sinon je pense qu'on n'y arrivera pas sans eux. Vous avez évoqué aussi le vrac, qui est aussi, je pense, une réponse d'avenir. D'ailleurs, d'avenir, et c'est un peu l'ironie de l'histoire. Des fois, j'ai l'impression, quand je regarde devant, c'est comme si je regardais dans mon rétroviseur. Mon arrière-grand-père, en Lozère, de toute sa vie, il a consommé régulièrement du lait. Et de toute sa vie, comme emballage pour son lait, il a eu un petit pot en aluminium. Et en plus, quand il est mort, il l'a passé à mon grand-père. Et il est encore dans la maison. Alors que moi, je suis malheureux parce que j'ai beau être en Lozère, à proximité des productrices de lait, des vaches, tous les jours, tous les 2 jours, je jette une bouteille ou une brique dans ma poubelle recyclage. Mais bon, je me dis quand même, c'est quand même un peu stupide d'en être arrivé là entre... Je suis à 1 kilomètre de la vache, en moyenne, et tous les jours, je jette ma brique de lait. Alors certes, il est UHT, truc, machin, mais je pense qu'encore, c'est un peu choquant. Si on parle du vrai recyclage, le déchet qui se recycle le mieux, c'est le déchet qu'on n'a pas produit. Donc je pense qu'il y a encore des gains possibles et je pense que ça peut-être, je vois pas mal de jeunes dans la salle, ça peut peut-être donner des idées. Alors il y a certains, je ne sais pas si vous avez vu, il y a certains agriculteurs qui ont commencé à faire des distributeurs de lait ou des distributeurs de certains produits, justement pour développer les circuits courts. Je pense que les circuits courts sont aussi une vraie tendance de fond de l'alimentation et qui permettront de remettre pas mal de bon sens. Alors, c'est très intéressant, mais le temps tourne. Je ne voudrais pas non plus monopoliser la parole. Est-ce que déjà, dans la salle ou sur Internet, est-ce qu'il y a quelques questions sans attendre qu'on arrive à la fin et que je dise « Désolé, je ne peux pas vous répondre ». Alors, je vois une question sur Internet. Question goût. L'aquaponie a-t-elle un impact versus l'agriculture traditionnelle ? Et ça, alors, moi, je pense que c'est important. D'ailleurs, pas que l'aquaponie. Quand on parle des nouvelles protéines, quand on parle des nouvelles tendances, des nouveaux ingrédients, si c'est faire des ingrédients, mais qu'on perde le plaisir de manger, il y a un truc qui est sûr, c'est que si vous écoutez les actus sur les chaînes télé, sur les archives audiovisuelles, il y a 30 ou 40 ans, on disait, mais en 2020, on mangera des pilules comme les cosmonautes, des substituts de repas.
Grosso modo, on n'aura plus à cuisiner et en 2 secondes, on aura mangé avec tout ce qu'il nous faut. Bon, ben ça prouve que des fois, les prévisions, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, au contraire, en 2022, on assiste à un regain d'intérêt pour la cuisine. Tout le monde cuisine. Les émissions sur la cuisine cartonnent parce que la cuisine, ça donne du sens. C'est comme le potager, ça crée du lien social, ça crée du sens. Et puis, on aime ça. Encore peut-être plus en France, le repas gastronomique ou le repas français est au patrimoine mondial de l'humanité. Donc le goût est important, ce n'est pas une variable d'ajustement, même si finalement ce que l'on ressent, on peut se dire c'est pas monétisé. Si, c'est quand même essentiel pour notre plaisir, pour notre équilibre, notre épanouissement. Donc en particulier, je pense que puisqu'on parle d'aquaponie, ça vous est adressé. Est-ce qu'un légume issu de l'aquaponie, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il a juste la couleur de la tomate catalane, mais que derrière... Alors, je vais prendre la question, même si je fais de l'aéroponie et pas de l'aquaponie, parce qu'effectivement, je pense que c'est des termes aujourd'hui, entre guillemets, peu importe, et je ne suis pas du tout susceptible sur le sujet, parce qu'en fait, c'est des nouvelles techniques. Et justement, c'est vrai que moi, j'ai fait le pari, quand j'ai lancé les cultures, de prendre justement des légumes très critiques sur le sujet, donc de la tomate et de la fraise. Justement pour vraiment avoir cette comparaison immédiate. Alors, je voudrais juste faire un focus sur le goût. Le goût, en fait, il est en grande partie lié aux nutriments, c'est vrai. En tout cas, il y a une grande partie qui va être liée à ça, mais pas que. La plante, sans faire, parce que je ne suis pas agronome, mais tout ça, je l'ai appris en me formant, et je pense que c'est intéressant de le savoir. Le goût d'une tomate, quand elle est sucrée, en fait, il vient d'où ? Il vient du fait que la plante sait qu'elle va mourir. Donc, elle envoie tout son sucre dans le fruit. Donc, on va le voir quand on y a des stress hydriques, des stress de sels minéraux, des stress différents, où là, il va y avoir effectivement cette fonction que le végétal envoie. Alors, effectivement, le goût, il est lié à la variété, à la graine en elle-même, c'est-à-dire les semences. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque graine qui est plantée, même ancienne, a moins de nutriments qu'à une certaine époque. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça, c'est une vérité qui est vraiment intéressante à déterminer. C'est-à-dire, plus on cultive ces graines anciennes et on les reprend et on les reprend, on les fortifie, plus on peut peut-être retrouver effectivement ces nutriments. On ne parle même pas d'appauvrissement des sols, etc. Donc, il y a la variété. Moi, j'ai peut-être 10 variétés de tomates. J'ai des blueberries, j'ai des catalanes, j'ai la rose de Berne. Et chacune va avoir un goût différent. La blueberry, elle va avoir un goût peut-être plus de fruits rouges, etc. Donc, il faut aussi remettre... le goût vient de différents paramètres. Il vient des nutriments, de la variété, du soleil, évidemment, et des différents entretiens qu'on aura pu faire. Les nutriments sont essentiels, puisqu'effectivement, l'aéroponie, alors pour information, l'aéroponie, effectivement, on est sur ces 36 plants, c'est des colonnes qui font 2,10 m. On fait donc sur 1 m², on fait cultiver 36 plants. Alors pas 36 pieds de tomates, parce que c'est des grimpants, donc voilà. Les nutriments, en fait, on va retrouver 2 types de nutriments, des nutriments type minéraux ou organiques. Le but, c'est de retrouver effectivement ce qu'on va retrouver dans la terre. Donc, tous ces éléments vont faire que, il va y avoir le goût. Donc, le goût est lié quand même aux nutriments. Donc, oui, j'invite monsieur ou madame, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, de venir goûter. En comparaison aussi parce que je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des fraises que vous mangez, ou même des tomates, viennent aussi de l'hydroponie, sous des serres, en Espagne beaucoup, où c'est cultivé pour une question de pénibilité, donc ça existe depuis longtemps. Pourquoi il y a peu de goût ? Il y a une question aussi de cueillette à maturité. 80% de la nutrition part au bout de 48-72 heures, ou même si vous le mettez dans un frigo. Donc tout ce chemin qui est parcouru fait que vous avez plus ou moins de goût. Donc quand vous le prenez, effectivement, le meilleur, c'est dans le potager de mamie ou papy ou maman, papa, et on le prend sur le pied. Effectivement, là, il y a le soleil aussi. La cueillette, on l'a fait l'après-midi, parce que c'est là où le soleil va venir, effectivement, apporter plus de goût, etc., etc. Et donc, juste pour finir, les nutriments sont essentiels, et il suffit effectivement d'apporter cette dose de complexité, ou en tout cas de connaissance du végétal, pour arriver à quelque chose. Et on y est arrivé. On a vraiment du goût. Je pense qu'il faut même peut-être comparer à du potager. Je dirais même pas qu'il est meilleur qu'un potager. Par contre, il y a beaucoup de goût.
Et on aimerait étudier effectivement la nutrition qu'il y a dans les aliments en sortie, qui n'est jamais stable. À propos des goûts des différentes tomates, vous avez à Toulouse une entreprise, en plus, qui a des racines dans le Gers, il y a le lobby gersois derrière moi, qui, Oui, je crois. qui a essayé d'inventer des sauces tomates avec des tomates de différentes variétés pour montrer les différents goûts. Avec des sauces tomates, même vertes, parce qu'il y a la Green Zebra, elle est plutôt verte que rouge. Et cette entreprise, elle s'appelle Variette. Et donc, je vous invite, si vous voulez goûter des sauces tomates qui ont d'autres goûts en fonction de la variété de tomates, je vous invite à découvrir cette entreprise toulousaine, Variette. Et je vois qu'il y a une question anonyme aussi à propos de l'aquaponie. Est-ce que ça a bon goût quand on le fume ? Je ne sais pas, il paraît. On verra. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? J'ai pas testé. Alors, je donne la question pour les gens qui sont à distance. Est-ce que l'aéroponie ou l'aquaponie, est-ce que ça reste compétitif économiquement ? C'est une très bonne question, puisqu'effectivement, quand moi j'ai lancé, je me suis approprié une technique qui devait être simple et extensible, diffusable. Il fallait, et je viens du monde du financement dans tout ce qui est rénovation énergétique, donc j'avais vraiment la viabilité économique au centre du développement. Je pense qu'il y a un principe, c'est que le légume ne paye pas aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que la valeur travail derrière la production, moi, je m'en suis aperçue vraiment quand on récolte, quand on passe du temps dessus. Dans tous les cas, je pense que le légume, et on le voit, tous les producteurs aujourd'hui ne peuvent pas vivre sans aide parce que le légume, mon avis, n'est pas assez cher. Mais ça, c'est un principe. Ensuite, si on parle de la technique en elle-même, on est sur des variétés. Alors là, aujourd'hui, au MIR, on est beaucoup sur des variétés type restaurant. Donc, on est beaucoup sur de l'aromate fleurs comestibles qui sont vendues plus cher. Donc, le retour sur investissement, si on parle vraiment effectivement de cette capacité à comparer des techniques, on va être sur 2 ans environ sur des aromates ou des fleurs comestibles qui se vendent beaucoup plus cher. Et dès qu'on est sur de la fraise ou de la tomate, là, on va plutôt sur du 4-5 ans retour sur investissement. Ce qui reste très honorable, puisqu'une colonne aéroponique, elle dure minimum 10 ans. Elle est garantie 10 ans, elle peut durer 20 ans. Donc, il y a vraiment cette volonté d'investir dessus ou de capitaliser dessus, quoi. Peut-être sur cette question et sur la remarque du légume qui ne paye pas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend. Peut-être Rémi, est-ce que justement le commerce équitable, ce n'est pas une solution pour, sur certaines filières, sur certaines productions, réinventer des filières de production pour mieux valoriser certaines productions ? Et est-ce qu'il n'y a pas des exemples en France ? Je crois avoir lu, vous aviez des initiatives là-dessus. Oui. Non, c'est crucial ce qu'a dit Magali. C'est vrai que c'est un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, si vous savez combien ça coûte à l'heure une personne, mais si vous voulez récolter des tomates à la main, ça ne rentre pas dans le prix que vous payez. Donc, tout ce système a été fait pour industrialiser, pour produire en masse, pour avoir moins de gens qui travaillent, mécaniser, etc. Voilà. Je reviens sur la question. Donc effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure, le commerce équitable, c'était petits producteurs des pays du Sud au départ. Et puis, il y avait une demande des citoyens français depuis nous, la création, depuis 19 ans, la boîte. On disait, bon, c'est bien ce que vous faites pour les producteurs péruviens, mais pourquoi vous ne faites rien pour nos producteurs français ? Puis donc, à force, on a fini par écouter nos parties prenantes, comme on dit en RSE. On a écouté nos salariés aussi beaucoup, puisqu'on fait nos ateliers d'été, nous, tous les ans, où on fait réfléchir. Et en 2010, on avait réuni toute la SCOP et on disait, mais comment est-ce que vous voulez qu'on construise Etikap demain ? Et là, il y a une demande en disant, on voudrait aussi faire du commerce équitable avec les paysans français. Donc on s'est posé, on a écouté ça. Les producteurs bio du Gers aussi sont venus nous voir en nous disant, nous, on n'y arrive pas, quoi. On produit, on n'arrive pas à vendre au marché suffisamment, on ne saurait pas travailler avec les supermarchés. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? Et du coup, on a écrit un cahier des charges qui était basé sur les mêmes principes que le commerce équitable pays du Sud, mais pour des petits producteurs français. Petit producteur français, c'est entre 50 et 100 hectares. Voilà. Et on a développé, on a créé la charte paysan d'ici, on a sorti la gamme de produits. Et puis, ça s'appelle de l'innovation sociale parce qu'en fait, on a un ministre, Benoît Hamon, qui était le ministre de l'économie sociale et solidaire en 2014-2015, qui a flashé sur cette démarche, qui a trouvé ça intéressant et qui, du coup, l'a rajouté dans sa loi, la loi économie sociale et solidaire de 2015. Et du coup, depuis 2015, on a le droit, tu sais maintenant que sur ton site internet, tu peux vendre des produits
commerce équitable français, parce que maintenant, voilà, et puis un cahier des charges qui était défini, et du coup, il y a plein de grandes marques qui s'en sont emparées. Voilà, au départ, sachez-le, ça vient du Gers au départ, et donc on a pu lancer des cultures partout. je le replace, le Gers à chaque fois, et on a pu lancer des cultures donc pas concurrentielles, puisqu'effectivement, café, cacao, ça pousse pas, même dans le Gers, ça pousse Les pas. changements climatiques, Voilà. peut-être. Et par contre, les légumineuses dont on parlait tout à l'heure, c'est vachement intéressant, hein, puisque c'est une culture donc il y a beaucoup de lentilles, pois chiches, etc. Donc c'est vachement intéressant pour tous les 30% de Français qui sont flexitariens, qui veulent manger moins de viande. Donc ça vous amène tout un tas de protéines végétales, ces légumineuses. Et en plus de ça, comme on le disait tout à l'heure, ça produit naturellement de l'azote dans le sol, et donc ça évite d'avoir à rajouter l'azote. Et nous, nos producteurs, avec la coopérative avec qui on travaille dans le Gers, ils sèment les deux en même temps, du blé, variété ancienne, et puis en même temps des légumineuses, des lentilles. Et en fait, la lentille, c'est une petite liane qui va utiliser la tige de blé comme tuteur. Et après, ils récoltent les deux. Et puis, il y a une grosse trieuse qui met d'un côté le blé et de l'autre côté les lentilles. Et du coup, voilà, ce sont vraiment des cultures qui sont bénéfiques au niveau écologique et puis au niveau nutritionnel. Et comme on disait, si on ne paye pas le travail des agriculteurs, on va avoir de la merde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est clair, quoi. Je veux dire, c'est pareil pour le textile, quoi. Entre quelque chose qui est fait main ou quelque chose qui est, voilà. Si on veut revenir, et il y a une vraie tendance. En même temps, il y a la tendance à la crise, donc on veut acheter moins cher, mais ça va contre l'avenir, je crois, de la planète et surtout des humains qui l'habitent. Je crois qu'il faut qu'on retrouve du sens et qu'on retrouve la réalité du travail bien fait et donc bien rémunéré. Est-ce qu'il y a encore une question ? On peut raconter une petite histoire amusante, parce que ça se passe aussi dans la région, à propos du blé, justement. Il y a un monsieur, un Américain, dans les années 60, que l'on définit comme le bienfaiteur de l'humanité. C'est celui qui aurait sauvé le plus de vies dans le monde, parce qu'il a inventé une nouvelle variété de blé à plus haut rendement. Et grâce à ça, il a réduit drastiquement les famines, notamment en Asie et en Afrique. Donc c'est le sauveur de l'humanité. À part qu'avec un peu d'années de recul, on s'aperçoit que la variété qu'il a choisie pour ses rendements, elle produit le plus de kilos de protéines à l'hectare. Mais le problème, c'est qu'elle repose aussi sur des chaînes glutiniques dans le blé qui sont plus grosses. Mais pour avoir plus de protéines, il faut des chaînes glutiniques aussi plus grosses. Et le problème de ça, c'est qu'en le généralisant, puisqu'aujourd'hui c'est la majorité du blé que l'on consomme, il y a des personnes qui ont des intestins, qui ont des mailles dans leur intestin un peu petites. Et donc ils n'arrivent pas à faire passer ces grosses chaînes protéiniques. Et donc ces gens-là, on dit qu'ils sont intolérants au gluten. En fait, ce n'est pas tellement qu'ils sont intolérants au gluten, c'est que leur intestin, il n'a pas changé en 1 ou 2 générations, mais le gluten, lui, il a changé. Et donc, ils deviennent intolérants. Et donc, on observe la création de cette variété de blé, c'était les années 60. Il a eu un prix Nobel, d'ailleurs, de la paix, ce monsieur. Et 40 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on a un boom des maladies coéliaques ou des intolérances au gluten. Et donc, aujourd'hui, il y a des entreprises comme, je pense à le boulanger de Cucugnan, dans l'Aude, qui fait des recherches sur les vieilles variétés de blé. Vous entendez parler du blé de Khorassan, du barbu du Roussillon, des choses comme ça, qui sont des vieilles variétés de blé qui ont des chaînes glutiniques plus petites. Et assez curieusement, quand on fait du pain avec ces variétés de blé, les intolérants au gluten, ils les tolèrent. C'est curieux, ils tolèrent le gluten de ces variétés de blé alors qu'on leur a dit qu'ils étaient intolérants au gluten. Donc ils sont intolérants à certains gluten, mais pas à ces petits gluten. Donc ça montre qu'on peut avoir des innovations. Peut-être pour terminer, puisqu'il ne nous reste qu'1 minute, il y a un sujet que l'on n'a pas parlé volontairement dans les tendances et qui est pourtant central sans doute dans notre consommation de demain et dans notre alimentation de demain, c'est la lutte contre le gaspillage. Alors pourquoi c'est central la lutte contre le gaspillage ? Parce que selon la FAO, à peu près 30% de toute la nourriture que l'on produit dans le monde aujourd'hui, elle termine où ? Elle termine à la poubelle. Elle termine à la poubelle soit parce qu'elle n'est pas récoltée. Elle n'est pas récoltée parce que, ce que vient de dire Rémi, ça coûte cher de récolter. Et si le producteur il n'a pas le débouché en face, des fois, il va préférer laisser pourrir que de récolter. Parce que pourquoi investir pour récolter quelque chose que je ne pourrais pas vendre ? Ou parce qu'il y a un défaut. Je sais pas, cette année, il y a eu de la grêle au printemps. Donc, il y a des fruits qui sont abîmés. Si on les récolte et qu'on n'arrive pas à les vendre, on ne les récolte pas. Donc, soit ce n'est pas récolté, soit ça s'abîme pendant le stockage, pendant le transport, pendant la distribution, dans les stocks des magasins. Et in fine, ça s'abîme dans vos frigos, sur vos étagères, parce que
comme tu as dit tout à l'heure, un fruit, une fois qu'on l'a acheté, il n'a pas une durée de vie extensible. Et bon, mais si on ne le mange pas tout de suite, de temps en temps, il y a eu un imprévu et donc on jette. Et donc collectivement, l'idée c'est de stigmatiser personne, mais collectivement aujourd'hui, on nous dit d'être sobre énergétiquement et en même temps 30% de ce que l'on produit, et si on le produit, c'est qu'il y a eu du travail aussi en amont pour travailler les champs, pour semer, éventuellement pour récolter. 30% de ce que l'on produit termine à la poubelle. Donc arriver à inventer collectivement des solutions pour réduire le gaspillage, c'est aussi un enjeu de demain, c'est un enjeu complètement écologique, c'est un enjeu changement climatique. Éviter de gaspiller de l'énergie, être plus efficace. Alors pourquoi on n'en a pas du tout parlé, à part dans cette conclusion ? Parce qu'il y a une table ronde à midi qui évoque ce sujet. Donc ma conclusion, c'est de vous inviter tout à l'heure à midi à cette table ronde sur l'anti-gaspi et notamment des initiatives qui se passent dans la région. Merci à vous d'avoir témoigné, de montrer que ça se passe en Occitanie, qu'on est en train d'inventer l'alimentation de demain, notamment en Occitanie. Merci à vous d'avoir participé ici à distance à cette table ronde. Et puis, vous trouverez sur le site internet les coordonnées des intervenants. Et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, bonne journée, au revoir.